Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on a décidé d'interviewer Flore Viard, qui est accompagnante à la parentalité. D'abord, on va peut-être vous présenter les émotions en mouvement. Thomas, est-ce que tu as envie de nous présenter les émotions en mouvement? Ah ouais, comme ça, par surprise, c'était pas prévu, tu me le donnes pour moi, bon d'accord. Mais je sais que tu aimes bien le côté spontané des choses. Ok, Du coup, super. euh, du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite surprise. Merci pour cette surprise en direct. Donc déjà, moi, je m'appelle Thomas, je suis dans Émotion Mouvement, j'ai plutôt la casquette danseur et communication bienveillante, et pratique du corps. Et c'est un projet Émotion Mouvement pour les enfants. On travaille avec des enfants depuis 3 jusqu'à 10 ans, bientôt peut-être un peu plus, avec l'idée d'une approche pédagogique et expérientielle sur les émotions, la communication, comprendre ce que je vis, ce dont j'ai besoin et de l'intégrer par le corps. Et on donne des ateliers du coup, aussi bien en institution que pour des privés. Donc, et on commence aussi là, à former des éducateurs et éducatrices à accompagner les enfants dans leurs émotions, mais surtout à eux-mêmes et elles-mêmes accueillir leurs émotions. Parce que mais pour accueillir l'émotion de l'enfant, tu dois d'abord savoir qu'est-ce qui se passe en toi, quoi. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir faire grand-chose avec. Tu vas être démuni, probablement, si tu sais pas ce qui se passe en toi. Voilà, en quelques mots. Ok. Et donc, moi, c'est Emeline. Donc, ouais, j'ai co-fondé ce projet avec Thomas. Je suis éducatrice spécialisée. J'ai passé 10 ans dans le social auprès d'enfants handicapés, auprès desquels j'ai vraiment exploré la sensorialité comme base de la relation. Ensuite, je me suis orientée vers la naturopathie qui m'a aidée à me reconnecter à mon corps, le mouvement, la danse qui m'a aussi vraiment remis dans mes sensations. Et la communication non violente, des rencontres qui m'ont permis de reconnaître, appréhender mes émotions. Et j'ai mis tout ça dans un checker, j'ai mis agité. Et puis avec Thomas, on a créé les émotions en mouvement. Et du coup, j'ai pris contact avec Flore parce que dans notre concept, en fait, on était persuadé du sens d'aller parler des émotions aux enfants. On s'était dit, mais tu te rends compte si les enfants aujourd'hui, ils savaient ce que nous, on sait maintenant. Euh, et puis, est rapidement venu dans nos discussions, oui, mais si on le dit aux enfants, il faut que les parents ils soient aussi au courant. Il faut que les parents, comme tu disais Thomas, les éducateurs, les parents, les adultes qui sont responsables et référents des enfants, euh, ils ont besoin aussi d'être au clair avec eux-mêmes, avec leurs émotions et aussi de ce qu'on va transmettre. Et c'est ça qui m'a fait me diriger vers Flore, mais c'est surtout ça qui m'a aussi confortée quand je l'ai entendue, parce que elle travaille dans ce sens en fait, de savoir, enfin elle vous expliquera mieux que moi, mais de savoir ce que est être parent, est-ce que ça résonne et comment je fais moi adulte face à un enfant qui a des émotions, qui me confronte, qui me rencontre. Voilà. Donc, du coup, Flore, est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur, qu'est-ce que tu as envie de nous dire en fait sur ta vie, ton parcours, tes passions, tes vices? J'ai bien aimé ta question. Ouais, alors puisque vous parlez des enfants, je vais repartir de qui j'étais enfant parce que je pense que c'est bien la base du travail que je fais aujourd'hui. En fait, moi, j'étais une petite fille qui était extrêmement sage. J'étais très curieuse, mais très, très suradaptée à l'école, à ma famille, etc. Donc, j'étais très bonne à l'école, mais en fait, j'étais mal dans ma peau. Ça ne se voyait pas du tout, hein, parce que les gens pensaient que j'étais heureuse, mais moi, j'étais très, très coupée de moi-même, de mes émotions quand j'étais petite. Et donc, j'étais très, très dans le mental, dans mon cerveau, etc. Et ça m'a porté préjudice pour beaucoup de choses dans ma vie quand plus tard, quand je suis devenue adulte. Mais bon, au départ, du coup, c'est ce que j'ai fait ce que je savais faire. Bah, je suis allée vers les études scientifiques, en fait. Donc, je suis devenue
scientifique, j'ai fait un doctorat, j'ai travaillé sur l'écologie végétale. Donc voilà, j'adorais toujours apprendre, j'adorais le terrain. Voilà, ce qui me plaisait beaucoup dans ce métier-là, c'était comprendre le monde, en fait, comprendre comment fonctionnaient les choses. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que je connaissais vachement de trucs. En fait, j'étais bien calée sur plein de choses, mais en fait, je ne comprenais rien aux relations humaines et aux humains. Donc, c'était quand même assez handicapant dans toutes mes relations avec mon entourage, même professionnel. Je ne comprenais pas ce qui clochait et ça, franchement, c'était pas top. J'étais aussi devenue maman entre-temps, donc avec mon fils, c'était pas toujours simple parce que j'avais tout lu, enfin, j'avais lu beaucoup de choses sur la parentalité, mais alors dans la pratique, je galérais vraiment beaucoup. Ça fonctionnait pas comme dans les livres. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la communication, par exemple la communication non violente aux relations humaines. Donc, j'ai énormément appris à ce sujet-là, je trouvais ça hyper intéressant. J'ai commencé, même j'ai travaillé aussi au niveau de la communication avec les enfants, simplement la communication. Donc, j'ai créé une association à l'époque pour travailler là-dessus en tant que parent. Enfin, je proposais l'accompagnement, des ateliers à des parents autour de la communication. Mais je me rendais pas compte à l'époque à quel point ça restait très très dans la tête en fait tout ça. Je réfléchissais à comment j'allais parler avec mon enfant. Du coup, j'étais pas forcément vraiment là avec lui, à discuter avec lui, à sentir ce qui se passait pour lui et pour moi en fait. Même si ces méthodes-là, ils invitent, mais c'était pas suffisant. En fait, il me manquait quelque chose en fait, que je n'avais pas vu à ce moment-là, c'est qu'il me manquait de me comprendre moi-même, en fait, comprendre mon fonctionnement, mes émotions, comprendre qu'est-ce qui se passait pour moi, et donc forcément pour la personne en face aussi, même si on peut être différent. Donc c'est là que j'ai commencé à entreprendre, comprendre tout ça. Je me suis intéressée aux émotions, j'ai essayé de comprendre mon fonctionnement à moi. J'ai commencé à faire de la thérapie axée sur le corps et les émotions en fait, à ce moment-là. Et puis, comme je m'intéressais beaucoup à la relation parent-enfant, j'ai fait une formation d'accompagnante en parentalité qui travaillait énormément, qui n'était pas du tout théorique, même si on avait beaucoup d'apports théoriques, mais très, très pratique. Donc, on allait vraiment mettre les mains dans le cambouis, y compris dans notre relation avec nos propres enfants, pour les chercher qu'est-ce qui se passe pour moi, c'est quoi mes émotions, pourquoi est-ce que cette émotion-là de mon enfant me fait réagir. Voilà, c'est vraiment... on a fait un gros travail sur notre parentalité à nous, en fait. Et du coup, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la relation, mais aussi sur moi, sur mon enfant. Donc voilà comment je suis devenue accompagnante parentale. Donc à ce moment-là, après, j'ai commencé à accompagner des familles, des parents qui avaient envie en fait de mettre en place des choses avec leurs enfants différentes, qui voulaient être en lien, qui voulaient être bienveillants, à l'écoute, et qui avaient besoin de travailler ça au niveau pratique en fait, que ce soit en groupe, en collectif ou en individuel. Voilà, que dire de plus alors parallèlement à tout ça, en fait, j'ai eu un épisode de ma vie où je suis devenue maman solo. Je me suis séparée parce qu'elle n'est pas du tout dans mon couple. Donc c'était une grande aventure de me retrouver toute seule avec mon fils, de laquelle j'ai énormément appris. Au passage, j'ai du coup exercé d'autres métiers parce que j'avais besoin de travailler. Donc j'étais prof, j'ai été coordinatrice d'un espace de vie sociale, donc des expériences qui ont nourri ma pratique, mes connaissances. Voilà, et puis actuellement, je vis en famille recomposée, donc j'ai rencontré quelqu'un et on a fondé une famille recomposée, donc on a 4 enfants à la maison. On a eu un bébé en fait dernièrement, et cette dernière expérience de maman, mon bébé a 18 mois, donc il commence à être un petit peu grand. J'ai fait une petite pause et ça m'a amené encore à vraiment découvrir des choses sur moi-même, sur mon bébé, sur les besoins des enfants, et cette expérience m'a pas mal transformée encore. Et donc, du coup, je suis revenue travailler après cette petite pause avec le désir de devenir coach. J'étais accompagnante, consultante et je deviens coach. En ce moment, je suis en formation. Voilà, j'accompagne du coup à la fois les parents qui ont envie de travailler sur le lien et la relation avec leurs enfants et aussi les femmes qui ont envie de créer leur vie à leur image. Voilà. Et moi, j'intègre évidemment beaucoup de choses sur les émotions et sur le corps aussi. C'est pour ça qu'on a amorcé le travail ensemble. Voilà. Tu m'as posé la question de mes passions aussi. Moi, j'adore expérimenter la nature. J'expérimente le chant, j'expérimente la peinture. Voilà. Puis aussi, bien sûr, j'adore lire et j'adore apprendre sur le développement personnel et le fonctionnement de l'humain, évidemment, parce que c'est ma passion. Voilà, ça va moins éviter la dernière question.
Je vais livrer un petit truc. Je suis savoyarde, donc j'adore le fromage. Et puis, je joue aux jeux vidéo en ligne parfois le soir. Donc, voilà. Et Accepté. merci de ce partage. Je suis aussi content d'apprendre des nouvelles choses parce que finalement, je connais pas encore tout sur ton parcours. On apprend aussi à se rencontrer et à commencer à travailler ensemble. Et je suis touché par voir l'imbrication de ta vie perso et comment ça impacte après justement ce que tu as envie de partager au monde. Et du coup, merci aussi pour ce partage-là où bien en authenticité voilà, de ton parcours avec ses hauts, ses bas et comment aussi ça nourrit ce que tu peux offrir après aux personnes que tu accompagnes, quoi. Je trouve ça vraiment touchant d'entendre ça. Et justement, bah, j'ai l'impression que tu as répondu déjà à beaucoup de questions dans cette réponse-là. Notamment, bah, j'ai entendu du coup ton chemin sur comment t'arriver à accompagner la parentalité, maintenant même à devenir coach, accompagner les femmes aussi sur leur chemin. Et Pour de aussi, vrai, ça a été un vrai coup de cœur, en fait, parce que en tant que, je ne l'ai pas dit, mais en fait, quand mon premier, il a 11 ans, mon premier aujourd'hui, et quand il avait, je pense, 10 mois, j'ai assisté à un atelier de parents. ouais, Parce que justement, je voulais sortir de ce truc mental de lire, aller à des conférences. Et du coup, voilà. J'ai pris une bonne claque à cet atelier de parents. Mais je suis tombée en amour du rôle de l'animatrice, enfin, la personne qui est accompagnée à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Alors, au départ, comme j'étais scientifique, je me disais, non, mais jamais tu pourras faire ça, tu n'as pas le diplôme, ni rien du tout. Puis petit à petit, en fait, voilà, j'ai mis en place des choses pour parvenir à faire. Voilà. Mais c'est vraiment partie de mon rôle de maman, en fait, des difficultés que je ouais, rencontrais en tant que maman, parce que quand tu deviens parent, tu as plein d'idées en tête avant de l'être. Et puis, en fait, enfin, voilà, moi, j'étais hyper démunie face à mon petit quand il faisait des crises. À un moment donné, il s'est mis à me taper quand il était en colère. Je comprenais rien à ma réaction à moi, parce que ça me mettait très en colère. J'avais envie de faire des choses que je réprouvais totalement. Donc, voilà, c'est parti vraiment de mon expérience de maman et comment ça m'a aidé moi d'être accompagnée. En fait. Tu parlais justement de la théorie, des bouquins que tu avais lus et que finalement, dans la pratique, tu te retrouvais démuni, même si tu avais toutes les idées en tête. Et moi, c'est une question que je me pose, du coup, comment t'accompagnes, comment toi t'as fait, et comment t'accompagnes les parents, les adultes dans justement passer de cette théorie. Et oui, en fait, c'est clair, quand je lis le bouquin, ça me paraît tellement évident que c'est comme ça. Et ensuite, quand je suis dans la réalité, dans le présent, dans la situation, bah, il se passe autre chose parce que je sais pas, j'ai mon histoire, j'ai une limitation, je fais comme je peux, quoi. Et comment, du coup, tu accompagnes ou tu aides les personnes et toi-même aussi dans ta vie à appliquer finalement ce que tu veux appliquer, quoi, à être le parent que tu veux être. Bah, justement, on part des situations qui sont amenées par les parents, les situations concrètes. Donc, si un parent arrive en me disant, bah voilà, dans cette situation, moi, je n'y arrive pas, ça peut être, je sais pas, mon enfant ne peut pas s'habiller pour aller à l'école, par exemple. Donc, Ouais, peut-être qu'il a les informations théoriques. Moi, je vérifie quand même qu'il a les informations théoriques sur qu'est-ce qui pourrait aider. Enfin, mais donc, si ce n'est pas le cas, je peux lui apporter. Mais on va regarder dans cette situation-là, ben, OK, et qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe intérieurement au niveau des émotions? Enfin, quelle est votre réaction, en fait? Quelle est la réaction de l'enfant? Donc, on va essayer petit à petit, en questionnant, de regarder finalement qu'est-ce qui se joue pour chacun, en fait, cette situation qui est cristallisée à ce moment-là. ouais, Donc, déjà, souvent, ça remet du mouvement parce que du coup, quand le parent s'aperçoit que son enfant ne fait pas forcément contre lui, enfin, souvent, il a des interprétations qui ne sont pas forcément les bonnes sur ce qui se passe pour l'enfant. Donc, le fait d'apporter un regard extérieur, ça permet de voir les choses différemment. Donc, il y a beaucoup de situations où ça suffit, en fait, de faire ce travail-là. Et quand le parent a vraiment compris ce qui se passe pour l'enfant, du coup, il va pouvoir répondre différemment et ça génère quelque chose de différent après dans la situation. Après, il y a certaines situations où l'enfant, à travers ce qu'il va faire, va réveiller quelque chose chez le parent, une blessure, quelque chose en tout cas le parent est stimulé quelque part dans ses blessures, dans ses protections. Et donc, là aussi, on peut aller travailler parce que ça va être le cas, par exemple, je sais pas, un enfant qui ne mange pas, par exemple. Il y a des parents ça ne pose aucun problème, un enfant qui finit pas son assiette et qui ne mange pas. Et il y a certains parents pour lesquels ça va les mettre hors d'eux ou alors ça va les mettre très en tension et donc ils vont avoir envie de forcer leur enfant.
Donc, si le parent arrive voilà, avec ça et qu'il veut transformer ça, on va aller regarder, on va aller travailler sur les mécanismes inconscients qui peuvent être à l'œuvre, mais on ne va pas aller creuser dans l'histoire du parent, simplement on va remettre du mouvement pour que le parent puisse à la fois accueillir ce qui se passe pour lui, parce qu'en général, c'est qu'il a vécu quelque chose de difficile enfant par rapport à ça, donc il n'a pas à se souvenir en général, par la plupart du temps. Et en même temps, être en capacité de réagir différemment, parce que voilà, pour respecter ce qu'il voudrait faire lui-même avec son enfant. C'est-à-dire que s'il ne veut pas hurler sur ses enfants, par exemple, voilà, moi, je lui permets, en travaillant là-dessus, de pouvoir, d'être en possibilité de réagir différemment, en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Ouais. Juste en commentaire, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, c'est possible de poser des questions en direct et on pourra Ouais, y répondre. je l'ai noté aussi, donc du coup, je Ok, check ça sur notre page. ça marche. Et moi, je suis vraiment inspirée en fait par ce que tu racontes, par cette idée que l'enfant, enfin que voilà, que l'enfant, que l'émotion que je vais avoir quand l'enfant va faire quelque chose va m'informer moi au final de ce qui se passe pour moi et et ça me paraît à la fois évident puisque c'est ce qu'on raconte aux enfants que en fait les émotions sont des messagères qu'elles viennent les informer qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui se passe. Et à la fois, moi aussi, je peux l'expérimenter en tant que facilitatrice, accompagnante de ces êtres en devenir, où, je me rends compte que je suis plus dans la position neutre que j'aimerais être et la position de accompagnante ou facilitatrice, mais je suis juste redevenue Emeline à un moment de mon enfance ou à un moment de ma vie. Et je trouve ça passionnant. Du coup, comment toi, en tant qu'accompagnante, tu peux amener en final les parents, les personnes qui sont responsables des référentes des enfants à finalement faire un chemin vers eux. Et, euh, et du coup, je me demandais quel était des plus gros challenges que tu avais accompagné pour ces personnes qui viennent te voir. Un des plus gros challenges, c'est une bonne question. Ou alors ton plus gros challenge, je sais pas. Mon plus gros, ce que je pourrais dire, mon plus gros challenge, même si je le sens un petit peu derrière moi aujourd'hui, c'est que souvent, quand on est accompagnant, on a envie de sauver les autres, en fait. On a envie de les aider et de leur permettre d'aller mieux. Et au départ, en fait, on va avoir envie de sauver la personne. C'est valable avec un enfant aussi. Hein. Un enfant qui est en difficulté, on va souvent vouloir régler le problème à sa place. Donc, les parents le rencontrent aussi, les professionnels aussi. Et toute la... toute la saveur et toute la difficulté, c'est de, de permettre à la personne permettre un changement tout en lui donnant sa responsabilité, enfin tout en lui rendant sa responsabilité. Donc c'est un travail permanent en fait pour ne pas prendre le pouvoir, ne pas vouloir donner quand la personne n'est pas prête, etc. Donc ne pas se positionner en sauveur, mais bien en soutien dans un processus qui est en train de se faire. Je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est un peu Ce que technique. tu veux dire, c'est de respecter parce que j'entends en tout cas, de respecter le temps qui est nécessaire aussi pour la personne pour cheminer et du coup de ne pas faire à la place, d'être à côté, c'est ça? Il y a une question de temps et il y a une question aussi de à quel moment j'accepte que la personne, peut-être qu'elle n'en est pas prête, elle ne le fera Ouais. pas. Enfin, c'est elle qui est responsable de sa vie. Et quand on accompagne des parents, ce qui est particulièrement difficile, c'est que parfois, ça a des conséquences sur leurs enfants. On peut être face à des parents qui sont, entre guillemets, maltraitants malgré eux, enfin, voilà, qui ont du mal à ne pas réagir violemment avec leurs enfants. Et toute la difficulté, c'est de mettre de la conscience tout en permettant à la personne de faire son propre chemin. Et je pense, une des spécificités de mon travail, c'est qu'on n'est pas du tout dans le jugement du parent sur ce qu'il fait avec ses enfants. Par contre, on va soutenir le processus parce que si lui, il a envie de changer, s'il a décidé de changer, c'est possible en fait. Voilà. Donc ça a été... Ouais.
Ouais, je mesure à quel point ça peut être compliqué, oui, effectivement. Enfin, en tout cas, vivre pour toi, ouais. Hmm. Moi, je me demandais, parce que tu parlais déjà de situation, donc ton enfant ne mange pas, ou je sais plus, j'ai oublié l'autre situation que tu nommais. Mais en gros, si tu pouvais nous parler de différentes situations ou de challenges auxquels sont confrontés les parents, peut-être dire comment toi tu les accompagnes. On t'a déjà un petit peu parlé de ça, mais si tu peux redonner des clés là-dessus. Et je pense que ça sera aussi toujours intéressant et confortant pour les parents d'entendre que finalement, bah, les situations auxquelles ils ou elles sont confrontés, ils sont vraiment pas seuls, quoi. Donc, si les situations que tu peux nommer, voilà, que c'est des cas qui sont courants et que c'est juste normal. Alors ça, c'est la première chose que les parents découvrent quand ils viennent en atelier ou en groupe, c'est qu'ils croient souvent être très seuls avec leurs problèmes et ils se rendent compte que tous les parents du même âge quasiment vivent les mêmes choses. Donc ça, c'est toujours une grande découverte pour eux parce que finalement, il n'y a rien d'anormal. C'est souvent très intéressant parce que du coup, on se rend compte que c'est pas lié forcément à sa façon d'être parent, mais des fois, c'est juste lié au stade de développement de l'enfant qui fait que il n'est pas encore en capacité de faire quelque chose, par exemple. Donc les challenges, ça dépend de l'âge des enfants. Avec un tout petit bébé, ça va être la fatigue, les pleurs qui vont mettre souvent les parents très à cran et qui vont souvent aussi réveiller beaucoup de choses chez eux. Donc, les parents ont souvent besoin de beaucoup d'écoute quand ils sont très très jeunes parents parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. C'est nouveau, il faut apprendre et puis en même temps, voilà, c'est fatigant. Il y a ce bébé qui a plein de besoins, qui est très très présent, euh, donc ça, c'est le premier challenge que les parents rencontrent en général. La première année, elle est assez intense. Et pour l'avoir revécu il y a peu, je peux que confirmer qu'on sous-estime totalement, même quand on le sait, on sous-estime totalement l'ampleur du truc. Après, c'est souvent autour de 18 mois, 2 ans que les parents viennent nous voir parce que c'est le moment où apparaissent des émotions assez fortes, de la colère. Donc, les enfants vont souvent faire des crises, en fait. Ils vont avoir des manifestations émotionnelles très fortes. Et les parents, à ce moment-là, souvent, ils ont peur, en fait, que si ça se passe comme ça, ça continue et que ce soit de pire en pire. En fait. C'est ça le problème, souvent. Donc, il y a souvent besoin, c'est pour ça que je cite pas mal de conférences pour expliquer ça, c'est de comprendre qu'un enfant, à cet âge-là, et ça continue encore jusqu'à au moins, avec intensité jusqu'à 6 ans, et après, ça continue même encore jusqu'à l'âge adulte, hein, mais son cerveau n'est pas capable de gérer les émotions, tout simplement, et donc, du coup, il va y avoir beaucoup de manifestations émotionnelles, de crises qui ont besoin d'être accueillies, mais c'est pas du tout prédictif de ce que fera l'enfant à 12 ans ou à 17 ans, quoi. Donc, quand on a compris ça, c'est déjà plus simple d'accueillir les émotions. Et puis voilà, après, c'est ce qu'on fera du coup à l'atelier qu'on a prévu, c'est regarder, voilà, qu'est-ce qui est difficile pour moi quand mon enfant fait une grosse colère. Parce que voilà, quand on dit non à un petit de 2 ou 3 ans, c'est assez fréquent qu'il se roule par terre et qu'il fasse une grosse crise. Et c'est normal, en fait, il n'y a rien d'alarmant à ça. Il a juste besoin d'être accompagné. Et puis petit à petit, il va apprendre à faire différemment. Mais donc, le gros des demandes à cet âge-là, c'est ça, en fait. C'est les pleurs, les colères, les crises qui sont difficiles à vivre pour les parents en particulier quand c'est en public, parce que vous imaginez bien quand, au supermarché, votre enfant fait une grosse crise, il y a toute la peur du regard d'autrui. Euh, voilà, après, il y en a plein. Il y a les conflits entre frères et sœurs qui sont souvent très présents quand les enfants sont un peu plus grands ou même petits. Il y a les problèmes de sommeil, les problèmes d'apprentissage aussi. Les parents sont très inquiets par rapport à l'école. On leur met une grosse pression par rapport à l'école aussi. Donc, il y a plein de challenges. Et puis voilà, après, quand les enfants grandissent et deviennent adolescents, c'est d'autres sujets qui arrivent. Les écrans, la consommation de jeux vidéo, de réseaux sociaux. Ils les inquiètent beaucoup. Les relations avec les pairs aussi. L'orientation. Donc, voilà, c'est des sujets dont j'entends moi beaucoup parler, en tout cas dans mes accompagnements, qui reviennent très souvent. Et il est toujours possible, en fait, souvent quand on est pris dans un problème comme ça avec son enfant, on est dedans et on voit plus grand-chose. En fait, on a du mal à prendre du recul. Et le rôle de l'accompagnement, c'est d'abord de pouvoir prendre du recul, de poser ça, d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute de nos difficultés, qui va être à la fois j'ai envie de dire, défenseur de nous-mêmes. C'est-à-dire que dans la situation, voilà, c'est important de comprendre qu'avec parents, c'est difficile. Donc, moi, j'ai une grande admiration pour les parents parce qu'ils font un travail assez...
je suis toujours émerveillée en fait quand je vois les parents et avec quelle énergie ils accompagnent leurs enfants et avec quel amour ils les accompagnent. C'est quelque chose qui est aussi à souligner en fait. Et dans les difficultés, voilà, il y a beaucoup de difficultés qui sont normales. En plus, la société n'est pas toujours adaptée pour les parents. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question du coup, je me suis un peu égarée. Si tu as répondu, ça a fait un bon soupir aussi en moi quand tu as reconnu enfin, t'as pas utilisé ces mots-là, mais comme les parents sont des super-héros et des super-héroïnes, Mais oui, moi je pense que les parents sont des super-héros. ça fait du bien de reconnaître ça aussi, le Et puis les nomme. professionnels aussi, d'ailleurs, on peut dire aussi les professionnels, enfin, on peut être confronté aux mêmes choses, mais aussi à des choses qui sont enfin, c'est moins collé, serré avec qu'un parent, mais Ouais. on est avec des enfants, qu'on travaille avec des enfants, voilà, c'est aussi un rôle qui est pas simple à avoir. Yes. Et quel retour ils te font justement, ces parents, de tes ateliers, tes accompagnements? Euh, Souvent, le retour, c'est que ils sont étonnés en fait le fait d'être par la bienveillance qui peut émaner des ateliers, par exemple, par le fait qu'ils ne sont pas jugés, qu'ils sont un petit peu étonnés, surpris en général. Souvent, les retours, c'est que il y a des changements qui se font, mais tout en douceur en fait. Parce que enfin, dans ma personnalité, je suis plutôt quelqu'un d'assez doux, donc je brusque pas trop les choses, mais en même temps, je les emmène à des endroits qui sont inconfortables pour eux. Donc, c'est un petit peu le retour que j'ai, qui se sont sentis écoutés, et en même temps, ça a transformé des choses. Souvent, voilà, il y a enfin, la famille, l'ambiance familiale s'est transformée. Euh, le travail avec le parent suffit dans beaucoup de cas pour enfin, que les choses se modifient dans la relation parent-enfant. Il n'y a pas besoin d'aller travailler avec les enfants directement dans beaucoup de cas, en fait. Donc, souvent, j'ai des retours voilà, d'une ambiance familiale différente après les accompagnements, simplement. Ouais, ce que j'entends, c'est que ça n'a pas qu'un impact sur la relation enfant, adulte, parent, ça a un impact sur la famille en général. Oui, oui, alors ça, c'est souvent une question que les parents me posent parce que, en général, il y en a un qui veut venir en atelier ou en accompagnement avec moi et je ne serai pas toujours d'accord ou n'a pas forcément très envie. Alors, parfois, je découpe aussi, hein, je découpe que j'accompagne. Donc, dans ce cas-là, c'est tant mieux. Mais si un des parents modifie des choses et bouge dans sa relation avec les enfants, ça impacte nécessairement toute la famille, y compris l'autre parent, en fait. Hmm. Et concrètement, en fait, ça prend quelle forme? Parce que j'entends que d'accompagnement, d'atelier, ça se passe. Tu proposes quoi en fait? Alors, actuellement, je fais surtout de l'accompagnement individuel. En fait, j'accompagne sur 3 mois. Donc, que ce soit des parents, même des femmes, parce que j'accompagne les femmes aussi. Donc, avec des séances régulières toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est en individuel ou en couple éventuellement. En temps normal, c'est-à-dire hors confinement, je propose des ateliers en 8 séances de 3 heures, en fait, qui permettent de travailler différents aspects en fait, auxquels sont confrontés les parents. Donc, on va travailler sur l'écoute, on va travailler sur les besoins des enfants, on va travailler sur le jeu, par exemple, on peut travailler sur la pose de limite, on peut travailler sur les émotions du parent, sur les besoins du parent, sur l'affirmation de soi, sur voilà, tout un tas de choses euh, qui permettent en fait de travailler en profondeur sur la relation parent-enfant et comment, parce que la grande question finalement, c'est comment accompagner mon enfant de façon à ce qu'il puisse être connecté à lui-même, à ses émotions, qu'il puisse devenir lui-même, tout en me respectant moi-même en fait. C'est là-dessus que enfin, c'est avec cet angle-là que je propose mes ateliers. Donc, à la fois avec de l'apport théorique, des exercices, des petits ateliers, enfin, des petites activités, et puis des moments où on va plus être dans l'ordre, enfin, du coaching dans le groupe avec chaque parent, par exemple. Voilà. Et puis, enfin, dans les formes d'intervention, oui. Enfin, donc, du coup, ça, c'est un petit peu insistant parce qu'il faut être en présentiel et que moi, je ne veux pas travailler avec des masques. On pourrait le faire parce que l'accompagnement à la parentalité est autorisé, mais en fait, travailler avec des masques, c'est compliqué parce qu'on ne voit pas le visage. Donc, actuellement, c'est insistant. Et voilà. Sinon, je fais aussi des conférences, des choses comme ça, pour informer sur la parentalité positive. Ok, moi, je vois que tu t'es bien adapté aussi au confinement et avec le Zoom. Là, j'ai l'impression que tu as bien rebondi.
avec ces Oui. trucs-là. Ouais. Bah, moi, je travaille du coup actuellement en visioconférence et ça marche très très bien aussi. Alors, Ouais, j'avais des doutes au départ et pour l'avoir expérimenté, ça m'empêche pas d'accompagner les gens du coup. ouais, je te demande un peu exprès parce que c'est vrai qu'il peut peut-être avoir une barrière à l'idée de se dire, non, en fait, en vidéo, ça marche pas, ou j'ai pas envie de ça, mais si tu veux nous parler un peu de commencer d'accompagner aussi en conférence, enfin, en visioconférence, comment c'est pour toi et comment c'est pour les parents que tu accompagnes. La difficulté pour les parents que j'accompagne, c'est que parfois ils ont du mal à être isolés chez eux tout seuls, tranquillement, sans oreillettes, etc. Parce que c'est chez eux. Mais en même temps, du coup, voilà, quand ils y arrivent, c'est confortable d'être chez soi aussi, hein, de pouvoir travailler de faire plus chez soi, parce qu'il n'y a pas de déplacement et tout. Et comment ça se passe? Ça se passe comme une séance normale, hein. C'est juste qu'au lieu d'être en face à face, on est en visio. Et moi, du moment que je vois le visage de la personne, que j'entends ce qu'elle me dit, en fait, ça me permet de percevoir un petit peu, de percevoir ce qui se passe pour elle, en tout cas, et du coup, de l'aider par rapport à ça. Hmm. Donc, Ok. pour les parents, j'avais des parents qui étaient ou des femmes qui étaient très sceptiques par rapport à ça, donc je leur ai dit ok, on peut essayer, puis vous verrez bien, et puis en fait comme elles voulaient un accompagnement, elles l'ont fait. Hmm. Ouais, finalement, ça te permet d'être accessible aussi, presque plus accessible Ouais, qu'en présentiel, quoi. Oui, parce que je travaille aussi du coup avec des gens qui sont à l'autre bout de la France, effectivement. Ouais, ouais. ok. Alors, si on refait peut-être quelques pas en arrière, parce qu'on allait vraiment la voir, ton accompagnement précisément, comment tu accompagnes les parents, comment tu réponds à leurs challenges, à leurs difficultés, quelles solutions tu proposes aussi bien en individuel qu'en groupe. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes, et moi y compris, qui sommes perdus dans tous ces mots-là, sur l'éducation, la bienveillance et Ah. mentalité et tout ça. Donc moi j'ai vu que enfin, dans ta façon de communiquer, tu parles d'éducation bienveillante. Et toi, comment tu nous définirais du coup l'éducation bienveillante? Qu'est-ce que ça recouvre? Ouais, puis j'ajouterais même, tu parles d'éducation bienveillante, mais en même temps, tu es formée à la parentalité créative de Catherine du Monteil-Crémer. Donc, ouais, entre parentalité créative, bienveillante, positive, toi, tu te situes où? Tu expliques ça comment? C'est quoi tout ça? C'est quoi? Alors, c'est des termes qui ont été très très dévoyés, il faut le savoir, hein, parce qu'au départ, je pense qu'on était assez clair sur plutôt ce que c'était, et puis en fait, ça a été repris comme ça prenait de l'ampleur, ça a été repris par beaucoup de gens qui sont pas vraiment dans ce que nous on appelait l'éducation bienveillante. Donc, c'est que des mots. Moi, enfin, ils ont leurs limites, hein. Moi, je les utilise quand même parce que je pense que ça parle. Donc, il y a plein de définitions possibles. Moi, je dirais que c'est une forme d'accompagnement des enfants qui porte un regard inconditionnellement positif sur les enfants et sur les humains en général. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer que l'enfant il est mauvais et qu'on va enlever de lui les parties mauvaises. Et c'est le cas, on va dire, un peu dans l'éducation traditionnelle et avec la psychanalyse. Là, on va plutôt avoir un regard positif inconditionnellement, c'est-à-dire que quand l'enfant fait quelque chose qui ne nous convient pas, on ne considère pas que c'est parce qu'il est mauvais, mais on considère que c'est parce il est peu expérimenté, il est maladroit, donc il cherche à répondre à ses besoins de façon parfois maladroite. Et notre rôle, c'est voilà, de l'accompagner en respectant toute son intégrité physique, psychique, émotionnelle, relationnelle, tout en apprenant progressivement à tenir compte des autres. Et le mot progressivement est très important là-dedans, je pense. Donc, que dire de plus? Ça va être une forme d'éducation où on va être très attentif au processus d'apprentissage, en fait. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut faire des erreurs. Donc, l'enfant, il va expérimenter, il va faire des erreurs, il va se tromper. Et l'image qui est souvent utilisée, c'est dans l'éducation bienveillante, c'est le parent jardinier. C'est-à-dire qu'on va faire comme un petit jardinier qui plante ses graines et puis ensuite qui arrose les graines des bons ingrédients. Donc, pour une graine, ça va être de l'eau, du soleil, etc. Donc, si je me place en parent jardinier, je vais donner tout ce qu'il faut à mon enfant pour qu'il puisse bien grandir, en fait. Mais je ne vais pas chercher à tirer sur la plante pour qu'elle grandisse plus vite. Je ne vais pas lui tailler les feuilles parce que la forme ne me convient pas. Voilà, c'est souvent opposé aux parents potiers. Si on est potier, on va conformer l'enfant à quelque chose, à un moule peut-être, ou en tout cas à une forme qui serait les attentes de la société, de l'école, de la famille. Donc, l'éducation bienveillante, c'est plutôt se positionner en jardinier et voilà, offrir les conditions, enfin,
adéquate, en tout cas idéale par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui du développement des enfants pour que mon enfant puisse grandir en restant connecté à lui-même, à ses émotions, à ce qu'il ressent, à ce qui est important pour lui et qu'il puisse entrer en relation avec les autres à partir de ça. Je ne sais pas si ça va vous parler, j'imagine. Oui, oui, j'ai cette image aussi enfin, cette métaphore. Moi, je compare l'enfant à une graine, en fait, qui a tout le potentiel, qui a tout le potentiel pour devenir une fleur, une plante, un arbre, et que, en fait, tout ce potentiel est juste à valoriser et à trouver un terrain fertile où il puisse s'implanter, pousser et s'épanouir. Et qu'en tant qu'adulte, voilà, on a cette, comme tu dis, c'est juste cette présence à avoir pour orienter vers plus de soleil, plus d'eau, plus de compost. Ça me parle bien. Mais ouais, enfin, ça nous parle bien. C'est un peu c'est tout à fait ce qu'on tend à faire et l'intention qu'on a dans les émotions. Ok, super. Et du coup, je vois, ah, il est 12h54 et on avait une question euh, de Laïs qui veut créer des ateliers pour les enfants dans le Poitou-Charentes sur ces thématiques. Et elle dit, comme Fleur, je lis beaucoup, comprends, mais il m'est difficile de passer à l'action. Elle te demande un conseil au vu de ton parcours pour l'aider à se lancer. Donc, pour créer son association, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, j'ai l'impression, ouais. Je vais faire une réponse un peu, faut se lancer. Non, après, c'est quoi le premier pas en fait? Le plus petit pas que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu as envie de proposer? Tu n'es pas obligé de créer l'association tout de suite, mais proposer déjà peut-être un petit atelier avec des enfants que tu connais et commencer à expérimenter ce que tu as envie de mettre en place, tout simplement. Avec peut-être peu d'enfants, voilà. Enfin, l'important, c'est de passer à l'action parce que tant qu'on ne passe pas à l'action, on peut s'imaginer plein de choses. Quand on veut lancer un truc comme ça, il faut abandonner l'idée de perfection, je pense. On est vraiment dans un processus où on va apprendre en faisant. Donc, plus on va commencer tôt à expérimenter et voir aussi au fur et à mesure là où on a besoin de former, par exemple, ou là où on a besoin de compléments d'outils, et plus on va progresser vite. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faille tout, quand on a une idée comme ça, je ne crois pas qu'il faille tout boucler, que tout soit parfait dès le départ. Je crois vraiment qu'il y a besoin c'est peut-être ce que vous avez fait aussi pour Émotion Mouvement, mais de lancer quelque chose et puis de voir après comment ça suit son chemin. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait dans mes activités d'accompagnement. Et là, voilà, je fais une formation de coach. J'ai commencé à faire des coachings avant d'avoir formellement commencé la formation. J'ai proposé des mini-coachings gratuits autour de moi, en fait, pour juste voir si ça me plaisait, de quoi j'avais besoin, quel type de choses, de problématiques j'avais envie d'accompagner, avec qui j'avais envie de travailler. Donc, c'est important de lancer. Bon courage et surtout bonne aventure avec les enfants. Ouais, totalement d'accord. Nous, c'était un processus assez similaire pour les émotions en mouvement. Et on est encore et toujours même en expérimentation. Et on voit ce qui marche, ce qui nous plaît moins. Et aussi vraiment se lancer et puis trouver ces ressources et ces anges gardiens là, qui viennent se soutenir et qui viennent croire en toi et qui disent OK, j'ai envie que tu proposes un atelier ou j'ai envie que que tu proposes ce que tu as envie de faire. Et tu les trouveras si tu proposes au monde. Euh, je me demandais, je reviens du coup là encore aussi sur des clés. Je trouve que c'est intéressant là, les clés que tu partages depuis le début et je vois que tu parles pas mal dans tes ateliers ou dans tes propositions sur poser ses limites. Et pour moi, c'est un sujet important, le cadre, les limites, comment les poser avec douceur, à la fois pour moi, à la fois pour l'enfant. Et, voilà, si tu avais des clés à nous offrir là-dessus, à nous partager là-dessus. Dans ce que tu me dis, tu m'as dit le mot douceur. Alors moi, je pense que c'est partir de là, ça peut être contre-productif. Ok. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être en lien avec la personne, avec l'enfant et à l'écoute. Mais parfois, ça ne va pas se faire totalement en douceur parce que notre enfant, il va peut-être protester, il ne va peut-être pas être content. Donc,
Si on cherche absolument que tout soit en douceur, on va souvent, ça va nous empêcher de nous affirmer en général. Euh, une deuxième chose qui est importante, c'est que pour moi, on pose ses limites, on ne pose pas des limites. Ça veut dire que j'ai des limites en tant que parent qui ne sont pas les mêmes que celles de mon conjoint, qui ne sont pas les mêmes que ma belle-mère, les voisins, etc. Donc pour moi, chacun a ses propres limites. Elles peuvent parfois varier aussi au cours du temps. Des fois, j'accepte que mon petit garçon qui a 18 mois, il joue avec l'eau au robinet parce que je suis en forme, etc. Des fois, c'est non parce que j'ai pas envie de ramasser de l'eau par terre, j'ai pas envie de tourner partout. Donc, en plus, nos limites à nous peuvent être fluctuantes. Donc, première question, c'est est-ce que c'est vraiment vos limites? Est-ce que c'est quelque chose qui est par habitude, parce que c'est comme ça, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui correspond à quelque chose qui ne vous convient pas intimement à vous, en fait? Donc ça implique déjà de sentir ce qui est nos limites. Sentir ses limites, ça veut dire sentir, en général, quand nos limites sont franchies, on va ressentir de la colère, on va sentir quelque chose qui fait oups, il y a quelque chose qui émerge. Donc, si mes limites sont dépassées, si je suis connectée à moi-même, je vais le sentir immédiatement, en fait. Et donc, du coup, ça va me permettre de dire, oulala, stop, là, ça ne va plus. Voilà. Après, la difficulté pour certaines personnes, c'est qu'on peut être complètement coupé de soi-même. C'était mon cas quand j'étais jeune. Et donc, du coup, à ce moment-là, on n'arrive pas à poser ses limites parce qu'on ne sent pas ses limites. Donc, ça, c'est une autre question. Et donc, voilà, plus je vais être déjà en connexion avec mon ressenti intérieur et plus je vais pouvoir agir vite parce que la difficulté des parents, c'est que souvent, ils ne vont pas sentir les premiers trucs où ça leur fait non. Donc, ils vont accepter une situation qui n'est pas acceptable pour eux, en fait. Et donc, du coup, ils accumulent souvent la tension et ça va finir par exploser au bout du compte. Et ça, souvent, c'est contre-productif parce que déjà, quand on explose, souvent, on fait des choses qu'on ne voulait pas faire. On peut hurler sur ses enfants, on peut les frapper parfois. Ça va souvent beaucoup trop loin. Et en plus, c'est pas vraiment efficace avec les enfants parce que les enfants, ils comprennent pas pourquoi on leur a dit oui jusque-là. Et puis, je sais même par l'écran, un dernier truc, voilà, le parent dit non, il explose. Donc, c'est important vraiment de sentir dès le début, en fait. Et ça demande d'aller vraiment chercher son ressenti intérieur. À quel moment est-ce que ça me fait non, en fait? C'est pas dans la tête, c'est dans le corps, en fait. Souvent, qu'il y a quelque chose qu'on sent où ça nous crispe. Voilà. Voilà, quand on sent qu'on a une limite, c'est important ensuite de dire à son enfant qu'on n'est pas d'accord. C'est vraiment important de le dire. Par contre, souvent, ça ne suffit pas. Et c'est là où on se leurre souvent parce qu'on pense que si on dit les choses, l'enfant va coopérer. Notre enfant, souvent, en face, il est souvent, comme je le disais, en train d'essayer de répondre à ses besoins d'une façon, celle qu'il connaît en tout cas. Ça peut être de façon très maladroite parfois, parce qu'il peut expérimenter. Donc, c'est un petit exemple, un truc que je vis avec mon petit. Mon enfant qui met tout par terre. À table, il lâche tout par terre, les verres, les assiettes, etc. C'est ce que je disais il y a quelques semaines avec mon fils. Donc, je peux lui dire non, évidemment, c'est important de lui dire que je suis pas d'accord. Mais en général, ça ne va pas suffire parce que si mon enfant il fait ça, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour lui derrière. En fait, en regardant bien, ce que je me suis aperçue avec mon petit garçon, c'est que lui, il expérimentait la gravité, en fait. C'est ce qui se passe. Puis il expérimentait aussi parallèlement la relation, en fait. C'est ce qui se passe quand je lâche un truc par terre. Oh, bah, ça tombe par terre. Enfin, un truc que je dis souvent en conférence, mais ça paraît évident pour un adulte, mais quand je prends mon stylo, si je le lâche, c'est bizarre, il va toujours en bas, il va jamais en haut. Pour un enfant qui vient d'arriver sur Terre, en fait, il peut avoir ce genre d'idée. Enfin, voilà, il expérimente pour comprendre le monde, en fait. Et peut-être qu'il expérimente aussi ma réaction. Il essaie de comprendre pourquoi, quand il lâche un truc de sa chaise de haute, ça m'énerve, et pourquoi, quand il lâche un truc du canapé, ça m'énerve pas du tout. Donc, lui, il y a un besoin derrière, il y a un vrai besoin d'expérimentation. Par exemple, il fait une expérimentation de gravité. Ben, en fait, si je lui permets de répondre à ce besoin-là d'une façon qui me convient à moi, je vais résoudre le problème. En l'occurrence, avec mon fils, simplement, on lui a proposé de faire des versets avec de l'eau, avec des pâtes, avec des choses, avec des verres qui remplissaient, qui pouvaient verser dans autre chose. Et voilà, le problème a disparu, en fait. Il voulait, enfin, voilà, il y avait quelque chose qu'il avait besoin d'expérimenter. Donc, voilà, si je rencontre un problème récurrent avec mes enfants, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais quand il y a un problème récurrent et que si on dit non, ça ne suffit pas, en général, il faut se demander, en fait, mon enfant, qu'est-ce qui se passe pour lui, de quoi il a besoin. Ça marche aussi avec les grands, pour les parents plus grands, un exemple avec un ado. Par exemple, mon fils, donc il y a 11 ans, il a tendance à faire beaucoup de bruit le soir, en fait, et ça énerve parce que c'est le moment où tout le monde se calme, il y a les autres enfants qui dorment, et donc voilà. Et en fait, si on essaye de poser une limite, de lui dire non, de lui dire c'est pas possible, il est grand, il peut comprendre en plus, mais ça marche pas en fait.
ça nous est même arrivé de gueuler un peu. Enfin voilà, et ça fonctionne pas vraiment en fait. En fait, c'est juste qu'on a identifié après coup qu'il y avait un vrai besoin derrière, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'attention. En plus, il a eu voilà, il y a un bébé qui est arrivé, donc forcément, il avait moins d'attention. Même s'il est grand, il a encore besoin d'attention de ma part. Et du coup, voilà, le problème, c'est qu'il voulait que je passe en gros ma soirée avec lui. Donc, comme il est grand, on a pu discuter, on a trouvé un compromis. Donc, du coup, j'ai décidé à ce moment-là de passer 2 heures avec lui le mercredi après-midi quand il est là. Et à ce moment-là, on fait ce qu'il veut. Donc, je suis vraiment avec lui et on fait ce qui m'a emmené faire de la programmation de jeux vidéo, chose que je n'aime pas du tout à la base, mais du coup, on s'est bien amusé ensemble. Et du coup, c'est moins problématique que ça parce qu'il sait qu'il est grand en plus et il sait que son besoin, je lui permets d'y répondre à un moment donné dans la semaine, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment important, en fait, voilà, quand on a un problème qui se répète et qu'on essaye de poser nos limites, mais que ça ne fonctionne pas, de regarder, voilà, ok, c'est pas d'accord pour moi, mais qu'est-ce qui se passe en face de mon enfant, quel est son besoin, et comment je pourrais répondre à ce besoin-là d'une façon qui me convienne à moi. Donc, en fait, c'est trouver une solution, un compromis qui convienne aux deux. En fait, c'est pas grignoter sur les besoins de chacun, c'est de trouver une nouvelle solution. En fait. C'est là où on appelle ça la parentalité créative, parce que du coup, on va être créatif, on va chercher de nouvelles solutions. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, il y a aussi, c'est vrai que sur la pause des limites, il y a aussi des fois où on ne va pas être d'accord avec notre enfant, on ne va pas réussir à trouver de compromis, notamment s'il est petit, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe pour les autres. Malgré notre tentative de prendre en compte les besoins de tout le monde. Donc, ça veut dire que parfois, on va être amené à poser des limites physiquement. Donc, si mon enfant essaie de traverser la route et qu'il y a des voitures, je ne vais pas lui dire gentiment non, mon chéri, tu restes sur le trottoir s'il est en train de courir. Évidemment, je vais l'attraper, je vais l'arrêter physiquement. Si mon enfant ne veut pas arrêter de jouer alors que c'est le moment d'aller se coucher, par exemple, à un moment donné, c'est important. C'est moi, j'estime en tout cas que c'est important qu'il aille dormir. Et je sais pourquoi je fais les choses, c'est important de le prendre dans ses bras et de l'emmener se coucher. Et en même temps, ça va souvent générer, c'est pour ça que je reboucle avec la douceur, parce que souvent, ça va générer des réactions chez l'enfant. De la frustration, de la colère, quand je pose une limite comme ça, quand je dis non. Donc ça va pas se faire en douceur, en fait. Si je suis au clair avec le fait que c'est ma limite à moi, je vais être OK avec ça. Et en même temps, je peux accueillir ce qui se passe pour l'enfant. Quand j'emmène mon enfant se coucher alors qu'il est en train de jouer et qu'il n'a pas envie, souvent, il va être frustré et il va exprimer sa frustration. Alors, selon son âge, ça va être de façon il crie, ça peut être, peut-être qu'il a envie de taper, peut-être qu'il va faire autre chose. Et ça, je peux l'accueillir, en fait. Je peux mettre des mots dessus, je peux dire, voilà, t'es frustré, t'es encore en train de jouer, t'aurais vraiment eu envie de continuer à jouer, et maintenant, je t'emmène te coucher. Donc, la pause de limite, ça se fait pas forcément en douceur, dans le sens où il va souvent y avoir des réactions fortes en face du côté des enfants. Et voilà, l'erreur, c'est de croire que parce qu'on va communiquer, dire non et utiliser la communication non violente, par exemple, notre enfant va forcément coopérer. Non. Non. Par contre, lui, ce qui se passe, c'est qu'il a besoin d'aide par rapport aux émotions que ça génère, parce qu'il ne sait pas encore quoi faire avec, en fait, quand il est petit. Et quand je dis gérer, c'est pas mettre sous le tapis, hein, d'aller bien accueillir les émotions de l'enfant et avec toutes ses manifestations physiques, tout en conservant sa limite s'il y a besoin. Est-ce que ça répond à ta question? Complètement, ouais, très complètement, intégralement. Ouais, et puis c'est intéressant là d'entendre aussi comme un travail de décodage un peu, j'entends, des réactions et d'aller au-delà de penser, en fait, il fait juste ça pour m'embêter. Non, c'est pas du tout ça, c'est que vraiment l'enfant en face de toi, il a un besoin qu'il exprime comme il peut. Et que toi, si tu vas aller faire ce travail de décodage en tant aussi qu'adulte et l'accompagner dans aussi reformuler et trouver son besoin. Enfin, c'est une partie des choses que tu as dit, mais c'est là que je trouvais ça intéressant, comment t'expliquer ça. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on va forcément toujours être dans l'intellectualisation de chercher quelqu'un. Enfin, des fois, moi, en tant que maman, je dis clairement non à mon fils et puis après, je vois ce qui se passe. Et quand je vois qu'en face, il réagit, enfin, voilà, forcément, que là, je me dis, ah oui, je vais essayer de comprendre ce qui se passe pour lui, en fait. Ouais, mais d'abord, si tu prends soin de toi et tu te dis, bon, d'abord, si je pose ma limite pour au moins être bien avec moi, et ensuite, je peux aller voir l'autre. Mais d'abord, j'ai besoin de prendre soin aussi de Oui, parce que si tu fais, c'est ça, si tu fais le contraire, en fait, tu ne peux pas être à l'écoute parce que tu n'es pas bien avec toi-même, en fait. Ouais, carrément. Super. Bon, on rentre dans la dernière partie de ce partage. Est-ce que tu as envie de te prêter au jeu de la réponse en un mot? Oui.
Ok, on y va. Tu poses des questions, Emeline? Ouais. Quel parent es-tu? Une louve. Quelle femme es-tu? Une ninja. C'est Quelle, imaginaire. quelle humaine es-tu? Une citoyenne du monde. Quel enfant es-tu? Une rêveuse. Quel professionnel es-tu? Ça, c'est plus difficile à dire en un mot, mais ce qui me venait, c'était une clé multifonction. Parce que je m'adapte à chaque parent, à chaque personne. Couteau suisse. C'est ça. Ok. Bon, bah, c'est sympa, merci pour ces réponses. Là, ça donne aussi un autre rythme. Puis ça crée de l'imaginaire. Ouais. Bon. On est le 7 janvier 2021, donc c'est encore le temps peut-être pour souhaiter des vœux. Donc si tu pouvais faire tes vœux pour les parents en 2021, qu'est-ce que tu leur dirais dans ces vœux? Euh, Qu'est-ce que je leur dirais? Déjà, je leur dirais merci, en fait, merci pour tout ce qu'ils font pour la société de demain. En fait, ils sont en train de créer la société de demain, donc créer une société, alors pour ceux qui sont déjà en chemin sur ce chemin-là, une société où les enfants garderont le lien avec leurs émotions, leur joie de vivre, enfin voilà. Et ça peut donner une société qui aura une toute autre couleur, donc merci déjà. Pour 2021, j'ai envie de vous souhaiter. Alors, c'est vrai que c'est des années particulières hein, avec le confinement, etc. Ça n'a pas toujours été simple en 2020. J'ai envie quand même de vous souhaiter, en tant que parent, de pouvoir être à l'écoute de vous-même autant que vous êtes à l'écoute de vos enfants et de trouver votre style comme parent, votre palette de couleurs, de trouver votre confiance en vous et de vous découvrir en fait dans cette magnifique aventure parfois complexe de la relation d'amour avec les enfants. Donc, je vous souhaite une belle aventure familiale. Il y a des hauts, des bas, c'est toujours très riche, mais c'est une aventure dans laquelle on peut énormément grandir. Moi, je pense qu'on a beaucoup de chance quand on est parents parce que c'est une forme d'accélération, de développement de soi-même en fait quand on est parent. Donc, on peut utiliser les difficultés qu'on rencontre avec ses enfants pour grandir vraiment, beaucoup plus vite que sans enfants. Voilà ce que je vous souhaite de trouver votre cheminement dans cette aventure pour grandir. Et du coup, bah, pour terminer, clôturer, il y a des personnes qui nous ont remerciés enfin, qui te disent merci en tout cas pour le partage. Oui. Et du coup, quelles sont tes propositions à venir? Donc, tu parlais effectivement de tes accompagnements par Zoom. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment on fait pour te contacter? Oui, alors les accompagnements, ils démarrent n'importe quand. Enfin, voilà, en ce moment, j'ai toujours des accompagnements qui peuvent démarrer. J'ai encore 4-5 places, on va dire, pour des accompagnements de 3 mois. J'ai aussi un atelier là tout bientôt, parce que c'est samedi matin, sur un petit peu rebranche tes rêves et définis tes objectifs pour 2021 et créer les conditions pour que ça se réalise, en fait. Donc, c'est plus pour les femmes. Atelier où on passera 3 heures à se rebrancher à ses rêves et à voir comment on passe à l'action, avec des petits exercices et puis du coaching en groupe aussi. Donc, ce sera en visio. Donc, voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, on peut m'écrire sur... alors, il y a ma page Facebook Familien. Il y a une messagerie. J'ai un site internet qui a pour nom famille-lien, donc fami-lien, lien.fr, où vous retrouvez toutes les infos et mes coordonnées. Vous pouvez aussi m'appeler au 06 65 61 32 65. J'ai aussi un mail, donc c'est contact@famille-lien.fr. Donc voilà, vous pouvez me contacter, me retrouver. Et puis, bien sûr, je garde pour la fin l'atelier qu'on anime ensemble le 23 janvier. Donc, ce sera un atelier un samedi matin, donc parents et enfants. Donc, il va être très intéressant puisque vous pouvez venir donc en famille, en tout cas avec vos enfants. Et puis, il y aura des petits temps tous ensemble. Et puis, il y aura donc un atelier spécifique pour les enfants autour des émotions en mouvement avec votre association, avec vous deux.
Et puis, moi, j'animerai un temps pour les parents pendant ce temps-là, où on ira justement explorer un petit peu les émotions, qu'est-ce qui se passe avec vos enfants à travers les émotions. On partira de cas que les parents qui seront là amèneront pour justement comprendre et puis trouver des outils qui peuvent répondre à ces situations-là. Et puis, on se retrouvera à la fin pour un temps de partage. Donc, comment on l'a appelé l'atelier déjà M'écouter pour nourrir la confiance en moi et en toi. Donc, voyage en famille au cœur des émotions. Donc, ce sera un atelier très riche, je pense. Donc, dans une quinzaine de jours. Oui. Ouais. Moi, j'ai hâte d'y être. Oui. Okay. Voilà. Comment tu as envie de finir cet échange? Tu as envie de dire quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire? Comment tu as envie de le clôturer? Bah, j'ai envie de vous dire merci. Merci de me donner l'opportunité de parler de ça. C'est vrai que ça fait plaisir de repartager ça, en fait. C'est des choses que je partage beaucoup avec les parents en cours d'atelier ou en cours d'accompagnement, mais à cause du confinement et de mon congé parental, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de conférence, donc je n'ai pas partagé publiquement autour de la pause des limites, par exemple. Donc, merci pour cette opportunité. Merci aux personnes qui ont écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, vous pouvez les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, merci pour ce temps ensemble. C'est très chouette et voilà. J'aime beaucoup travailler avec vous. C'est toujours très, très riche. Merci. Merci à toi. Ouais, merci à toi, vraiment. Moi, j'ai adoré t'entendre et ça a résonné à plein d'endroits. J'ai été inspirée. Je me sens riche de cet échange. Super, ben, on peut dire du coup à bientôt à tout le monde. À très bientôt, avec plaisir de vous retrouver et de retrouver à tous ceux qui écoutaient de vous retrouver à l'atelier du 23 pour les Isérois. À bientôt. Au revoir.